Être neurodivergent, c'est souvent vécu comme être bizarre. Mais en fait, c'est être bizarre face à la norme, face à la majorité des gens, la majorité des sapiens qui ont un fonctionnement cognitif assez semblable, qui fonctionnent dans des paramètres cérébraux qui se rejoignent, qui se recoupent de par l'évolution de notre espèce, la norme neurotypique. La majorité des gens qui imposent une manière de socialiser, une manière d'être en groupe, ne correspond pas à celle de la minorité neurodivergente, comme les autistes, comme les gens qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme les gens qui sont dans la douance. Nous sommes des animaux sociaux et nous socialisons, nous communiquons avec certains codes qui sont assez intuitifs pour la plupart des gens. Donc, on est capable, par exemple, de parler avec un second degré, d'utiliser des expressions qui sont souvent métaphoriques, plus figurées, et parfois même des expressions qui ont aucun sens, genre « Salut, ça va? » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela va. Cela va où? Qu'est-ce qui va? Est-ce qu'on parle de moi, de mes états? Je m'en vais où? Ça veut rien dire. La plupart des gens acceptent ce code juste par automatisme, sans trop le questionner. Et c'est peut-être pas le cas de tous les gens. Même si, selon Yuval Noah Harari, le bavardage serait un des mécanismes les plus fondamentaux de la socialisation humaine, ce qui nous permettrait de faire des liens et de générer de la confiance et de créer un groupe uni capable de faire face à l'adversité. Même si ça a une fonction évolutive, il reste qu'on peut questionner le caractère parfois futile, vain, malhonnête, ou du moins hypocrite, ou du moins automatique de la conversation small talk, du bavardage, de tous les codes sociaux acceptés par la norme neurotypique. Donc, la neurodivergence désigne un mode de fonctionnement cognitif ou neurologique qui diffère de la norme dite neurotypique, la majorité des gens. Donc, TSA, TDAH, douance, trois profils de neurodivergence. Le terme de neurodivergence est synonyme de neuroatypie et vise à reconnaître que ces conditions, ces états, ne sont pas des maladies, ils font partie de la neurodiversité humaine. Ce sont des variations naturelles de l'espèce. Donc, un cerveau qui fonctionne différemment, non pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est plutôt je suis né de cette manière, comme je peux être né gaucher ou droitier, mais on est neurodivergent. Notre cerveau fonctionne différemment. Et cette diversité est très riche et a contribué dans le passé à l'avancement du savoir, à l'art. On dit souvent que fort probablement Mozart était autiste, que Einstein peut-être l'aurait été. On n'a qu'à penser aujourd'hui à Elon Musk, ou Greta Thunberg, ou au Québec à Louis T ou à Serge Denoncourt. Pour ce qui est du TSA, le trouble du spectre de l'autisme, on dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est l'appellation officielle. C'est-à-dire que les psychiatres et les neuropsychologues vont parler d'un trouble de développement dont on voit apparaître les premiers signes, les premiers traits, les premières caractéristiques. Ne parlons pas de symptômes, ce n'est pas une maladie. Donc, on voit apparaître les premiers signes vers l'âge de 3-4 ans. Et ces signes, ces caractéristiques peuvent devenir plus évidentes à mesure que l'individu vieillit. En fait, ces traits autistiques vont parfois être amplifiés au contact de la société. Pourquoi parle-t-on d'un spectre? C'est qu'il n'y a pas une série de traits spécifiques figés qui indiquent que la personne est dans l'autisme. En fait, ça varie en intensité et en pluralité sur ce spectre. Donc, des traits comme, par exemple, on va parler d'intérêts spécifiques, d'intérêts restreints, d'intérêts très forts. J'aime plutôt parler de passions qui peuvent devenir envahissantes, qui peuvent finir par occuper entièrement l'esprit de la personne autiste, mais ça peut être aussi vécu comme une très grande force parce que cet intérêt peut devenir une source d'expertise, on peut devenir expert en la matière. Ici, la personne autiste est capable de canaliser ses intérêts dans une profession. Ça devient un atout extrêmement important pour l'entreprise, pour l'organisation qui les embauche. Un autre trait important, c'est tout ce qui concerne la socialisation. Donc, on dit que le TSA se manifeste par une altération persistante dans la communication. C'est-à-dire que la personne autiste va communiquer différemment, va par exemple, parfois, éviter le contact visuel, parce que le contact visuel est souffrant, est malaisant, est envahissant, est intrusif, et la personne autiste va chercher plutôt à communiquer sans établir un contact prolongé dans les yeux.
Aussi, les personnes autistes vont préférer communiquer autour de sujets, d'intérêts précis, de problèmes à résoudre, plutôt que d'entrer dans un bavardage vide et creux. Ce qui peut être une grande force, un intérêt. Avoir une personne autiste dans son entourage, ça peut nous inciter à être moins vains, moins futiles dans nos propos. Le TSA se manifeste aussi par ce qu'on appelle des comportements restreints. Qu'est-ce qu'un comportement restreint? Ça peut être, par exemple, les routines. Chaque jour, la personne doit faire exactement la même chose à la même heure pour rester, disons, mentalement stable. Si on perturbe sa routine, ça va générer beaucoup d'anxiété, ça va être vécu comme un chaos difficile à gérer. Les comportements restreints, ça peut être aussi ce qu'on appelle des gestes stéréotypés, qu'en anglais, on va appeler des stims, ou en français aussi, on l'utilise, les stims, le stimming, le stimulation, en anglais, ça vient de la communauté autiste anglophone. Donc, les stims, c'est par exemple de se balancer de l'avant à l'arrière. C'est un geste assez stéréotypé, assez, disons, cliché des autistes. Toutes les personnes autistes ne se balancent pas, mais d'autres gestes, ça peut être juste de balancer les mains, ça peut être juste de se frotter tout le temps. Il y a des autistes qui vont sentir beaucoup les choses, d'autres qui vont juste se frotter les doigts tout le temps. Ça peut être très subtil, hein, on peut pas le voir. Donc, toute stimulation sensorielle qui apaise, qui reconnecte la personne est ce qu'on appelle un geste stéréotypé. Certains sont plus évidents que d'autres. Pendant longtemps, on incitait les enfants autistes à arrêter de stimer. Ce qui est une très, très mauvaise idée, puisque le stime, ce geste, disons, comme se balancer, ça vient sécuriser, ça vient stabiliser l'esprit, ça vient reconnecter la personne à son centre et lui redonner un sentiment de contrôle dans un monde chaotique, imprévisible. Donc, de juger négativement les stimes, les gestes stéréotypés, c'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, au fond, qu'une personne se balance sur sa chaise? Pourquoi juger ce comportement comme étrange, effrayant? C'est ridicule, en fait. Hein? C'est irrationnel. Et donc, les stimes, les gestes stéréotypés sont positifs. Et les personnes autistes, je vous invite à l'assumer et à l'utiliser, en fait, pour gérer l'anxiété sociale, l'anxiété qui peut surgir dans des situations imprévisibles, des situations de surcharge sensorielle. Parce qu'un autre trait, c'est que les gens sur le spectre de l'autisme sont souvent hypersensibles au toucher, au son, à la lumière, au goût aussi, les textures parfois, de la nourriture peuvent être un enjeu. Et donc, cette hypersensibilité peut générer ce qu'on appelle des surcharges. Trop de bruit, trop d'odeur, ça peut mettre la personne en surcharge. Le cerveau est un peu en mode panique, c'est juste trop. Et là, il peut y avoir un shutdown. Un shutdown, c'est j'arrête de communiquer, je me ferme, j'élève les remparts de mon château intérieur pour me protéger. Ou ça peut être un meltdown, vécu comme une crise. Je me mets à crier, je me mets à pleurer. Il faut accueillir les meltdowns. Il faut accueillir aussi les shutdowns. Si vous avez une personne autiste dans votre entourage et que soudainement elle devient très silencieuse, elle a la difficulté à communiquer, faut pas le prendre personnel. Il faut pas se dire ah c'est ma faute ou dire que c'est quoi son problème, elle est vraiment bête aujourd'hui. Non, elle est sans doute en train de se protéger, de se préserver. Elle a besoin de mettre une espèce de tampon entre elle et le monde pour continuer de fonctionner. Ces caractéristiques apparaissent dès la petite enfance, même si elles peuvent se manifester pleinement à l'adolescence, jeune adulte. Le niveau de soutien nécessaire varie grandement d'une personne autiste à l'autre. On parle de 3 niveaux. Le niveau 1, c'est les autistes hautement fonctionnels. On va les appeler les autistes de haut niveau. Ce qu'on appelait aussi, avant que le DSM, la Bible des psychiatres, ait retiré l'appellation autiste Asperger. Il y a le niveau 2, le niveau 3. Donc là, ici, on parle de traits plus évidents, plus sévères, plus envahissants. C'est toujours par rapport à la norme, toujours par rapport à comment la société accueille ces personnes. Donc, il y a des personnes autistes qui vont, par exemple, être non-verbaux, ne jamais communiquer avec les mots, être, si vous voulez, prisonniers de leur esprit. Il n'y a pas plus ou moins de retard mental chez les autistes. Donc, dans ce collège où j'enseigne, il y a plusieurs personnes autistes et évidemment, ce sont tous des personnes de niveau 1, des autistes de haut niveau avec une intelligence supérieure à la moyenne, qui ont de très grandes forces, de très grandes aptitudes et qui peuvent évidemment contribuer de manière significative à la société et enrichir en fait le climat scolaire. Une mesure d'adaptation qui est assez évidente pour venir stimuler un élève autiste, c'est de focaliser sur ses intérêts,
c'est de le valoriser sur ses intérêts, c'est de le questionner sur ses intérêts, c'est de proposer des projets scolaires connexes à ses intérêts. Il y a aussi des adaptations sur le plan sensoriel. Évidemment qu'une personne autiste qui a la difficulté avec la lumière va trouver que les néons très blancs, très froids d'une classe d'école peut être un endroit difficile à gérer. On pourra, par exemple, lui permettre de porter des lunettes de soleil. Donc, il y a des petits accommodements sensoriels de ce genre qui peuvent être certainement faits sans générer des complications trop coûteuses pour les écoles. Le TDAH, autre profil de neurodivergence qui est beaucoup plus connu et moins teinté de préjugés, parce que malheureusement, l'autisme est encore teinté de préjugés. Il y a beaucoup plus de gens qui se révèlent, qui s'affirment avec un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Beaucoup plus de gens qui l'affichent sans complexe. Le TDAH, c'est un trouble. Pourquoi on dit trouble? Encore une fois, problème d'adaptation à la norme. Donc le TDAH se caractérise officiellement par un niveau inadapté d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsion. L'enfant avec un TDAH éprouvera de la difficulté à se concentrer, à rester focalisé sur une tâche, aura un esprit qui veut passer d'une chose à l'autre, aura parfois le besoin de parler, de bouger de manière impulsive, aura avoir de la difficulté à contrôler ses réactions, surtout si on cherche à le blâmer, à le contraindre, surtout s'il ressent du rejet. Donc, le milieu, la réaction de la norme neurotypique peut venir amplifier les défis propres à un enfant TDAH. S'il n'y a pas de mesure d'adaptation, s'il n'y a pas une aide, un soutien, évidemment, l'impulsivité, l'inattention, le manque de concentration ne vont qu'empirer. Donc c'est un autre trouble neurodéveloppemental qui vient aussi avec des comorbidités. Des comorbidités, c'est des difficultés qui viennent avec la condition neurodivergente. On ne naît pas anxieux. On devient au contact d'une société dysfonctionnelle qui discrimine, ostracise, juge, blâme, condamne les personnes autistes, les personnes avec un TDAH et même les personnes qui sont dans la douance. Donc, ces comorbidités, anxiété, dépression, problèmes d'estime de soi, trauma, réaction post-traumatique à certaines situations sociales, anxiété sociale, évidemment. Ces comorbidités sont assez partagées par la plupart des neurodivergents, bien que certaines soient plus prédominantes. Par exemple, l'anxiété sociale est beaucoup plus forte chez les autistes que chez les personnes avec un TDAH. On parle de plus en plus d'une épidémie de TDAH due à l'écran qui est omniprésent. On parle pas de la même chose. C'est un abus de langage. Les gens ont effectivement de la difficulté à se concentrer en raison de leurs mauvaises habitudes, en raison de la surexposition aux écrans. Mais c'est pas parce que tu as de la difficulté à te concentrer que tu as nécessairement un trouble du déficit de l'attention diagnostiqué. C'est seulement que l'attention est un muscle que tu n'as pas appris à développer. La personne avec un TDAH diagnostiqué, non seulement son cerveau fonctionne d'une manière différente qui rend plus difficile pour elle le fait de se concentrer, d'être attentif, mais en plus, elle aussi est victime de la société actuelle, de la surexposition aux écrans. Une double difficulté. J'aime dire au fond que le TDAH, c'est une énergie différente qui ne demande qu'à être canalisée dans la bonne direction. Et donc, ça peut être vécu comme un handicap, ça l'est souvent, et souvent les parents n'ont d'autre recours que de médicaliser leur enfant, et ça peut certainement être approprié dans certaines circonstances, mais il ne faut pas aussi négliger le fait de voir le TDAH peut-être comme quelque chose qui n'est pas médical, ce n'est pas une maladie après tout. Et comment est-ce qu'on pourrait aider l'élève qui a un TDAH à assumer son état, sa condition, sans complexe, sans souffrir dans son estime de soi? Il faut le présenter comme une énergie puissante qui ne demande qu'à être canalisée. Donc, il faut l'aider à la canaliser, cette énergie. Il faut proposer des projets, il faut aider à générer des bonnes habitudes de vie, faire du sport, etc. Le troisième profil qui est très présent dans l'humble collège où j'enseigne, c'est ce qu'on appelle la douance. Personnellement, je n'aime pas du tout le terme douance, qui est beaucoup trop connoté positivement. Quand on pense à douance, on a tendance à penser à génie, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, c'est un autre fonctionnement cognitif. Oui, les gens dans la douance ont un QI supérieur à la moyenne. Oui, souvent, leur cerveau fonctionne d'une manière plus rapide, les pensées vont plus vite, leur
capacité de traitement de l'information est plus rapide. Cela dit, d'autres formes d'intelligence peuvent certainement être négligées, voire déficientes. Ce n'est pas parce qu'on a un QI de 130 qu'on est nécessairement intelligent sur le plan émotif ou sur le plan spirituel ou sur le plan relationnel. C'est une potentialité intellectuelle qui peut, dans le bon milieu, dans le bon contexte, avec le bon soutien, être un atout, effectivement. Mais si on parle souvent d'une difficulté, d'enjeu autour de la douance, c'est qu'il y a un problème d'adaptation, un déphasage entre l'élève qui est dans la douance et le reste du milieu. Très souvent, les élèves dans la douance s'ennuient à l'école, s'ennuient auprès de la majorité des gens pour qui l'élève doué est étrange. Il s'intéresse à des choses d'une manière étrange, il réfléchit d'une manière qui est étrange, et il a une sensibilité qui est étrange, il y a un rapport à la justice, il y a un rapport à l'information qui est étrange au regard de la norme. Parce que dans les faits, ce n'est pas étrange, c'est juste différent. Et ça peut être certainement un avantage si c'est présenté de cette manière. Donc la douance, ce n'est pas un trouble officiellement. C'est un profil cognitif particulier qu'on mesure à l'aide de tests de QI. Ça varie d'un pays à l'autre par contre. Parce qu'aux États-Unis, si tu as un quotient de 115 ou 120 et plus, tu es conseillé dans la douance. En Europe, il me semble que c'est 130. Et donc, le seuil n'est pas le même partout. Ça montre qu'encore une fois, être dans la douance, c'est un rapport à la norme. Dans le collège où j'enseigne, beaucoup de gens sont dans la douance sans même le savoir parce qu'ils ne vivent pas de difficultés du fait que le collège propose beaucoup de stimulation intellectuelle, un environnement propice à ce type d'élèves. Généralement, ça vient aussi avec une autre exceptionnalité. Dans le collège où j'enseigne, les élèves dont on parle qui sont dans la douance, c'est les élèves très souvent qui ont aussi un TDAH, qui ont aussi une autre exceptionnalité. Il y a effectivement des élèves dans la douance qui sont sur le spectre de l'autisme et qui ont aussi parfois même un TDAH. Donc ça se manifeste par un quotient intellectuel supérieur, mais aussi par une vitesse de traitement de l'information plus rapide, par une pensée différente. On dit parfois une pensée arborescente, c'est-à-dire qu'une pensée en amène deux, trois, qui en amène deux, trois, qui en amène deux, trois, et on peut avoir plusieurs onglets d'ouverts en même temps dans l'esprit. Ça vient avec une grande curiosité qui demande à être canalisée. Si cette curiosité est éteinte par des enseignants blasés qui considèrent l'élève dans la douance comme, disons, un problème à résoudre plutôt comme une force à canaliser, ça peut jouer en défaveur de l'élève doué. Ça se caractérise aussi par une sensibilité émotionnelle très grande. Souvent, les élèves, les adolescents, les enfants dans la douance ont une énorme sensibilité, par exemple, à l'injustice. Bref, la neurodivergence, c'est d'avoir un cerveau différent qui contribue à la richesse et à la diversité humaine. Dans un monde idéal, les gens neurodivergents seraient inclus, voire même recherchés pour contribuer d'une manière différente. Si vous vous sentez étrange, si vous vous sentez différent, si vous sentez que vous avez soit des traits autistiques, que votre cerveau va dans tous les sens, si vous pensez que vous avez un déficit de l'attention, si vous trouvez que votre pensée est particulièrement analytique, que vous semblez toujours en déphasage avec les autres, c'est possible que vous soyez neurodivergent. Alors la chose à faire, si vous l'êtes, c'est peut-être d'investiguer davantage. Ça peut être utile d'aller rechercher un diagnostic pour mieux se comprendre. Parce que lorsqu'on se comprend mieux, on fait preuve de bienveillance, généralement. C'est plus facile d'accepter le fait d'être différent quand on comprend pourquoi, plutôt que de se blâmer. Parce que c'est ce qui arrive trop souvent. Un diagnostic ou une évaluation peut certainement contribuer à plus de connaissance de soi. C'est après tout le slogan de Socrate, grand philosophe de l'Antiquité, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». La connaissance de soi, c'est le premier pas vers une vie meilleure. Et je pense que c'est particulièrement pertinent pour les gens qui sont en dehors de la norme, pour les gens qui s'écartent de la norme, les gens qui vivent en marge, les gens qui n'acceptent pas aveuglément les manières de communiquer, les manières de penser, les objectifs de la majorité des gens. Et donc, parlez-en, affichez-vous et trouvez des gens comme vous. Merci d'être différent, si vous l'êtes, et merci aux autres d'être accueillants et bienveillants.